À mes débuts dans le casse des coffres-forts, je n'avais qu'une pensée. Les bourrer tous de dynamite pour faire jaillir le pèse. C'était pour moi comme un genre de viol. Il y avait une sorte de trame sexuelle dans tout ça. Et toujours, par l'ouverture béante, je plongeais dedans. À ce moment-là, j'étais excité sexuellement. Mais quand j'ai fait des progrès et acquis plus de technique, j'ai appris à les forcer en douceur. À découvrir leurs combinaisons et à les caresser avec mes doigts. Je les avais ouverts avant même de m'en être rendu compte. Ça ressemblait plus à de la séduction qu'à un viol. Ce qu'il y avait de beau là-dedans, c'est que j'agissais comme un amoureux. Un amoureux. Ah, c'est exact. Vous fixiez votre libido sur le forcement des coffres-forts. C'était une sorte de déplacement des relations sexuelles normales. Quelle était, à cette époque-là, votre vie amoureuse? C'était celle de tous les jeunes gens. Mais je cherchais. Vous cherchiez? Mais quoi? L'amour? L'amour. Qu'est-ce que l'amour? Il cherchait un truc plus profond, un truc plus durable. Et il voulait pas seulement tirer un coup. Ça doit être ça. Nous sommes à court de temps et l'un d'entre vous va nous quitter. Anderson va être libéré après un long séjour. 10 années. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà une explosion de joie sincère. Vous allez nous manquer. Qu'est-ce que vous éprouvez, Duke? Vous voulez réellement que je vous le dise? C'est pour ça que nous sommes ici. Je suis en colère. Pourquoi ça? 10 années de mon existence foutue, y a pas de quoi être en rogne. Vous connaissiez le risque. Vous avez joué et vous avez perdu. À qui en voulez-vous? À tous les salopards qui passent quelques heures à leur bureau et qui s'emparent d'une partie du fric qui est à nous. Considérez-vous que leurs actes sont du même ordre que les vôtres? Des cases de coffre-fort? Vous avez mis dans le mille. La publicité, ce n'est pas une escroquerie légale, peut-être? Qu'est-ce que c'est que le mariage? Extorsion, prostitution, racolage avec l'estampille officielle. Et à la bourse, il n'y a que des margoulins, comme tous ceux qui truquent les courses. Un homme d'affaires vole une banque, la presse loue son succès. Sa photo est dans tous les magazines. Un malheureux vole le magazine, on le fout en tôle. Eh bien, moi, je suis profondément ému. La confiance que je lui inspire est si grande qu'il ose dire ce qu'il pense réellement. Il a dit des choses qu'en ma qualité de fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, je pourrais... Vous pourriez mon cul! J'ai fini mon temps, je vais foutre le camp d'ici, on ne peut plus rien contre moi, plus rien. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 30. Cette semaine, émission Paranoïa, la surveillance et la manipulation. Le monde va bien, tout est merveilleux. Voici venir le temps des rires et des chants. Dans le pays du cinéma, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des cinéphiles heureux, des critiques gentils. Oui, c'est un paradis. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres, et donc au pays des critiques gentils et des cinéphiles heureux, car ce soir nous allons parler de deux films de Sidney Lumet qui viennent d'être réédités. Tout d'abord le Gang Anderson, The Anderson Tapes, aka aussi avant le Dossier Anderson, donc film de 1971 réédité par Sidonis Calista, et Les Yeux de Satan, aka Child's Play, donc de 1972, réédité chez Rimini Éditions. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. On précisera le nom du réalisateur de ces deux films, Sidney Lumet. Oui, exactement, oui, mais bon, les cinéphiles ont fait une partie du travail, hein. C'est aussi ça, c'est une émission ludique. On leur fait confiance. Surtout. Exactement, merci Thibaut. Avec nous également, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Et effectivement, nous allons parler de deux films de Sidney Lumet, cinéaste majeur dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Mais là, nous allons revenir un petit peu sur le début des années 70.
peut-être une période peut-être un peu moins connue, notamment avec un film qui a été beaucoup moins traité, donc qui est Les yeux de Satan. On va voir un petit peu ce que ça prémisse en fait sur la suite de sa carrière, alors qu'il avait déjà plus de 15 ans de carrière derrière lui. Avant de passer à la section critique, donc j'ai une annonce concernant le Ciné Tambour, qui, comme beaucoup de cinéma, fait des projections en ce moment en distanciel, comme on dit. Et donc notre camarade mais néanmoins ami Simon nous précise donc qu'il y aura un ciné-quiz du Ciné Tambour mercredi prochain, donc demain le 14 avril, à partir de 18h sur la scène Twitch du Ciné Club, donc twitch.tv/ciné-tambour, où vous pourrez voir en général Simon et notre ami fan des petits Mickey et des nouvelles technologies, Jean-Baptiste Massuet, le docteur Massuet, qui donc anime ces séances du Ciné Tambour. Et donc à gagner, vous aurez des abonnements annuels et semestriels pour la prochaine saison qui, espérons, aura lieu donc bien en salle, dans la belle salle du Ciné Tambour, mais aussi des Blu-ray des films programmés ces dernières années. Et quand on sait qu'il y a eu quand même une très très belle programmation sur les dernières années, ça peut valoir le coup. Pour participer, bien évidemment, il suffit de s'inscrire sur Twitch et de répondre aux questions via le chat, comme on dit. Donc voilà, ça aura lieu donc demain, mercredi 14 avril, Jean Castex qui à viendra. partir de 18h. Et non, malheureusement, mais il y a Jean Castex ne viendra pas twitcher. mais non, mais il y a un autre petit chauve, donc comme j'ai dit, c'est le docteur Massuet, donc ça va, un Jean aussi, mais un Jean-Baptiste. Donc voilà, je crois pas qu'il y ait d'autres news, à part donc puisque nous enregistrons dimanche la victoire du Stade Rennais contre Nantes 1-0, but de Martin Terrier. Plutôt une bonne nouvelle pour nous, Thibaut. Oui, excellente. Voilà, un peu moins bonne pour Nantes, qui vise la relégation. Disons que les objectifs sont pas les mêmes, mais bon, on revient à un point de Marseille, c'est bien. Ouais, voilà, donc plutôt une bonne nouvelle. Oui, excellente opération. Voilà, exactement. Vous êtes d'accord, messieurs dames? Oui, mais j'ai l'impression de regarder téléfoot, donc d'écouter téléfoot en l'occurrence. Mais un derby sans public et un derby sans être au stade, Oui. permettez-moi de vous dire que c'est quand même emmerdant. Oui, c'est un peu triste, sous la pluie et la grêle, c'est une histoire terrible. En tout cas, bravo Rennes et continuez comme ça. On va passer à la section critique de cette émission en commençant en musique par un petit Rest in Peace. Vous êtes toujours dans En attendant Godard et donc c'était DMX avec X-Gun Give It To Ya, donc DMX qui est décédé le week-end dernier, donc vendredi à l'âge de 50 ans. Et donc cette chanson, on pouvait notamment l'entendre dans En Sursis, le film qu'il a tourné avec Jet Li, qui était réalisé par André Bartowiak. André Bartowiak était chef opérateur de 3 films de Sidney Lumet. Eh oui, dont nous allons parler dès à présent, Sidney Lumet. Donc, c'est quand même bien fait. On a bossé. Il y en a qui ont bossé. Encore mieux que les 7 degrés de séparation. Ah ouais, alors là, Il y en a qui ont bossé. là, je suis assez content de moi. Tu peux. Et donc Sidney Lumet qui revient, on va dire, à l'honneur en ce moment dans l'édition audiovisuelle française à l'occasion de la ressortie en DVD Blu-ray de 2 films. Donc en 1971, c'est Le Gang Anderson qui avant été connu sous le nom du Dossier Anderson, donc, et de Les Yeux de Satan, Child's Play, donc le film de 1972. Et donc nous allons parler de ces 2 films-là. Et comme je le disais, le début des années 70 pour Lumet, après on va dire des années 60 où il a testé quand même beaucoup de choses différentes, que ce soit du polar, du film de procès bien évidemment, du film d'espionnage avec c'était MI5 demande de protection dont on avait parlé ici il y a quelques années quand Sidonis l'avait ressorti justement en film d'espionnage avec James Mason. Il a fait bien évidemment son grand film des années 60 qui est La colline des hommes perdus avec Sean Connery. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il commençait vraiment à se chercher un peu plus dans des genres où il arrivera vraiment à maturation, on peut dire, à partir du milieu des années 70 jusqu'à la fin des années 80, presque, où il va quand même enquiller un sacré paquet de films qui sont pas la moitié de chefs-d'œuvre. On va dire notamment, il commence à prendre son envol à partir de 73 avec Serpico et 74 avec Le crime de l'Orient Express. Et donc les 2 films dont nous allons traiter sont des films qui sont justement un peu comme des répétitions ou bien presque des galops d'essai pour des films qu'il va réaliser plus tard, et notamment pour le premier par lequel on va commencer, par Le Gang Anderson, donc qui est un film avec Sean Connery dont on a entendu un extrait en VF en pré-générique. Donc il joue un tolard
qui sort de tôle donc après 10 ans d'emprisonnement. Lui, c'est un ancien grand braqueur qui a fait des trucs assez impressionnants visiblement, et il décide directement, parce que pas le temps de niaiser, après avoir remis un petit coup à son ancienne maîtresse, de revoir un petit peu d'anciens chefs mafieux pour essayer de se remettre en selle, et il a l'idée de braquer tous les appartements de l'immeuble où vit justement sa maîtresse, et histoire de prendre un gros magot, sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que donc cet immeuble est mis sous surveillance par différentes factions. À la fois, ses chefs mafieux sont sur écoute par le FBI, sa maîtresse est mise sur écoute par son ancien amant, et il y a encore d'autres gens qui écoutent, donc c'est vraiment des procédés de surveillance tout azimut, que ce soit en termes d'audio ou bien de vidéo, et donc d'où le titre original du film The Anderson Tapes, donc les fichiers d'Anderson justement qui ont été capturés, qui prennent toutes ces conversations, ce que bien évidemment il ne sait pas, et donc Sean Connery va mettre sur pied, on va dire, une petite équipe où il y aura notamment un jeune Marlowe qu'il a connu en prison, qui est joué par Christopher Walken dans un de ses premiers rôles d'importance au cinéma, et par le vieux briscard Martin Balsam qui joue on va dire un homosexuel un petit peu manipulateur qui arrive justement à rentrer dans les bonnes grâces des vieilles rombières. Donc évidemment tout ça va ne pas se passer comme prévu, parce que notamment le chef mafieux leur adjoint un homme de main qui se trouve être quand même un sale con qui a une certaine tendance à être violent. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, messieurs, dames, sur ce film de Lumet début 70s, où il y a quand même déjà des thématiques et des motifs de mise en scène qui commencent à se mettre en place, notamment sur donc la question de la surveillance. Oui, alors Lumet a une carrière, Sidney Lumet a une carrière extrêmement prolifique. On court sur presque 50 ans de vie dédiée au cinéma. 50 ans, premier film en 57, dernier en 2007. Oh, voilà. Poil. Donc de vie dédiée au cinéma, pourquoi ? Parce que Lumet Lumet est un cinéaste qui a fait ses premières âmes à la télévision. Son premier film est un premier chef-d'œuvre, c'est 12 hommes en colère avec Henry Fonda. Inutile de revenir sur ce maxi chef-d'œuvre. Mais disons que cette carrière extrêmement prolifique a permis à Lumet d'expérimenter tout au long de sa carrière. C'est-à-dire que le film précédent servait de galop d'essai à des films suivants. Et en fait, chaque film, finalement, de Sidney Lumet est un maillon ou une espèce de nouvelle brique à l'édification de cette immense et exceptionnelle, quoi qu'inégale, filmographie. Lumet en parle très bien en plus dans son autobiographie. Enfin, c'est pas vraiment une autobiographie, mais son livre sur le cinéma qui s'appelle Faire un film, qui était, ouais, c'est ça, qui était ressorti en France il y a quelques années chez Capricci, en 2016, où justement, donc c'était pas une bio, mais il revenait vraiment sur son travail, à la fois sur ses méthodes d'écriture, sur ses méthodes de travail avec les comédiens, parce que pour lui c'était très important, parce qu'il a pas mal bossé aussi sur des pièces de théâtre, et donc il revenait vraiment sur comme tu le disais, sur le maillage en fait qu'on peut voir dans sa filmographie, où presque chaque film est une répétition pour le suivant, et c'est comme ça finalement que lui avait réussi à progresser dans sa mise en scène et dans sa manière de voir et de faire le cinéma, parce que justement chaque film permettait d'être un maillon, de voir un petit peu les erreurs très vite qu'il avait fait, de pouvoir en parler avec les gens avec qui il travaillait régulièrement, parce qu'il est comme pas forcément une genre de famille, mais en tout cas une équipe qui était assez régulière dans ses films, et donc ça lui permettait vraiment de progresser là-dedans. Et on voit bien toutes les choses qu'il a pu faire durant les années 60, où, comme je disais, c'est quand même très varié. Il y aura à la fois des genres de polars ruraux, des films d'espionnage, des drames un peu plus intimes. Ça lui permet justement d'explorer et puis d'exploser à partir, je trouve, du milieu des années 70, où il va vraiment faire un genre et presque un style à part entière en termes de mise en scène, qui est déjà justement en germe dans le gang Anderson, à la fois sur la question des décors qui vont écraser les personnages, sur la question de la surveillance audio et puis vidéo. Donc ça va évidemment être une des thématiques principales, on va dire, de Network, dont on avait parlé ici il y a 1 ou 2 ans quand le film était ressorti chez Carlotta. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir justement comment est-ce que tout ça est en germe dans presque tous ces films, comment est-ce que finalement ça va exploser après. Ce qui est bien dans le gang Anderson, c'est que dès l'ouverture que t'as passé à l'ouverture de cette émission, c'est une pure JB pour le coup. C'est vraiment un plan qui est programmatique et qui explicite en fait tout le reste de l'intrigue. Et alors ça va non seulement expliciter tout le reste de l'intrigue au travers du motif de la caméra. Un peu dire le plan. En fait, c'est en gros
on est dans une espèce de salle où on a l'impression que c'était une réunion psychologique. Une thérapie de Tollard. Une thérapie de Tollard, exactement, une thérapie de groupe. Et en fait, tu vois le médecin en chef qui est filmé en train de parler de Sean Connery. Et en fait, le premier plan du film, c'est un écran de télévision avec Sean Connery en train d'expliciter un petit peu son rapport au cambriolage. Mais c'est pas le rapport, on va dire, autour de la question sexuelle et donc d'une grande vulgarité qui est extrêmement intéressant ici. C'est comment Lumet met en exergue un motif visuel, ici l'écran de télévision, et un discours politique par la suite sur la place de la publicité. Et en fait, au détour de ce gang Anderson qui pourrait paraître, malgré Sean Connery, malgré la première apparition de Christopher Walken, pourrait apparaître peut-être comme un film mineur, et finalement une espèce d'énorme introduction à ce que va devenir le discours, un des discours de son chef-d'œuvre dont on a parlé ici, le Network, qui date, si je ne m'abuse, du 1975. 76. Donc voilà, rien que déjà cette introduction, cette ouverture du film du gang Anderson fait que ce film-là compte dans la carrière de Sidney Lumet. Après, il y a d'autres motifs, on aura l'occasion d'en reparler, qui sont extrêmement intéressants, et il me semble qu'ils cernent ces personnages-là. C'est qu'on est dans les années 70 et que bien entendu on est dans une question où l'Amérique se cherche d'un point de vue moral, d'un point de vue politique. L'ère de la post-vérité, après le meurtre de JFK, après tous les magouilles du FBI et puis la CIA qui commence à être plus ou moins exposée au public. Et alors du coup il y a ça, mais on y reviendra, mais il y a surtout qu'est-ce qu'un héros américain dans les années 70, et Lumet le pose très bien. On n'est plus dans un héros de type Henry Fonda, 12 hommes en colère. Ici, on va être dans des héros. Et plus tard, ça va être le héros, par exemple, ça va être Serpico, joué par Al Pacino. Ça va être qu'est-ce qu'un héros américain dont la vie va être vouée à l'échec. Surtout que c'est hyper passionnant. Surtout que c'est marrant parce que, c'est intéressant parce que Lumet, c'est un cinéaste qui est quand même plus vieux que ceux qui arrivent au début des années 70, justement. Les Scorsese, les Coppola, les trucs comme ça. Et pourtant, il rentre quand même de plein pied dans les mêmes thématiques qu'eux. Oui. Mais comme Frankenheimer aussi, qui avait déjà commencé à le faire un petit peu avant, alors que c'est quand même des cinéastes d'une génération qui est précédente. Ils ont 20 ans de plus à peu près qu'eux. En fait, le gang Anderson va se dérouler ensuite, ça va être un pur film de genre. C'est un pur film de casse, c'est un film de braquage. Un film de casse. Un sous-genre qui est en plus assez codé. On pourrait croire que la question politique reste néanmoins mineure, mais on pourrait aussi croire que Lumet arrive peut-être un petit peu en retard, parce que par rapport au régime d'image que le cinéma américain peut proposer, parce que Bonnie and Clyde ou Easy Rider sont sortis quelques années auparavant, et déjà ils proposent une réflexion autour du régime d'image, autour du cinéma américain. Mais néanmoins, ici, cette introduction reste hyper passionnante, enfin, d'un potentiel de réflexivité, d'un potentiel d'analyse extrêmement ambitieux, parce que au détour d'un motif et au détour d'un dialogue, Lumet balance tout son cinéma qui va être par la suite représenté dans les années 70. Alors moi, je suis pas forcément tout à fait d'accord avec toi sur cette idée de simultanéité ou de pertinence de son commentaire, parce qu'au contraire, moi je trouve que justement c'est effectivement Easy Rider et d'autres films comme Bonnie and Clyde sont sortis avant, mais moi ce qui m'a vraiment, moi je l'avais jamais vu ce film-là, et ce qui m'a vraiment étonné, c'est à quel point c'est un film qui est quand même déjà complètement De Palmesque. Et s'il y a bien un lien à mon avis avec le nouvel Hollywood, c'est beaucoup moins avec Scorsese à mon avis qu'avec De Palma, en tout cas pour ce film-là. Et moi j'avoue que ça m'a assez passionné. La manière dont il montre les écrans dans les écrans, enfin il y a des trucs qu'on va retrouver chez De Palma après par la suite, même si lui n'abuse pas ne déploie pas ça en termes de mise en scène avec des split screen ou des choses comme ça, il y a pas du tout le côté pop, le côté formaliste, ou même le côté pop qu'on pouvait trouver dans d'autres films de braquage, parce que le film m'a fait quand même un peu penser aussi à l'affaire Thomas Crown, qui est sorti 2-3 ans avant, mais qui était quand même beaucoup plus pop dans sa, avec déjà des histoires de fractionnement de l'image pour arriver à montrer mais c'était pas le même propos. Non, parce que le film de Norman J. Wilson aussi était quand même un peu plus glamour, avec son casting, avec McQueen, alors que là, Fade Away. Ça, c'est un peu plus rude, et même la photo quand même moins agréable, c'est moins léché, c'est moins beau. Ça annonce déjà Serpico, les rues de New York, c'est un peu crado, enfin il y a déjà, ça annonce déjà un après-midi de chien, la scène finale avec les voitures de police qui bloquent la rue, ça annonce un après-midi de chien, enfin il y a plein de choses par rapport à ça. Mais surtout, moi ce qui
il y a un des trucs moi que j'ai trouvé assez passionnant, c'est la manière dont il montre justement son héros. Et ça, c'est assez intéressant. Le fait que le héros en fait est en décalage avec son époque. Et ça, c'est intéressant parce que ce qu'il montre justement, c'est quelqu'un qui a passé 10 ans en prison, qui quand il sort est en fait un peu largué sur le plan de la technologie, qui se rend absolument pas compte Je pense que ça les fonctionne autres, encore comme avant. voilà, qui se rend absolument pas compte que les autres sont surveillance. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est réversible, c'est-à-dire que ceux qui le surveillent, sa faiblesse fait aussi sa force, c'est-à-dire que ceux qui le surveillent ne savent pas qui c'est. Et ils savent pas ce qu'il veut faire. Et en fait, il passe son temps à passer devant des caméras, à passer sous des. Mais c'est qui ce mec? Et tout le monde se demande, mais c'est qui ce mec? Et en fait, les flics voient pas arriver le braquage. En fait, ils le voient arriver vachement tard dans le film, ce qui fait que il y a une espèce d'articulation que je trouve, moi j'ai trouvé assez passionnante, qui est complètement dynamitée en plus de l'intérieur par la mise en scène de Lumet, qui est la grande question du film de braquage, c'est est-ce qu'ils vont réussir? Et on sait très bien que dans un film de braquage, normalement les gens réussissent pas. La cupidité finit par entraîner les personnages, aussi sympathiques soient-ils, dans un maelstrom de trahison et en fait c'est assez marrant parce que par exemple il y a un truc que fait beaucoup Lumet dans le film, c'est de faire des arrêts sur image et de montrer des flash forward des personnes interrogées par la police une fois que l'affaire est terminée. Et par exemple, il y a des plans qui sont alors là c'est pas vraiment du spoil parce que c'est quand même un des trucs quand même du film, mais voilà, il y a des plans comme ça où on voit voilà des personnages de l'immeuble qui sont interviewés, qui sont des personnages totalement secondaires, et en fait dans les arrière-plans on voit des choses se passer sans trop dire quoi, mais on voit des choses se passer qui nous disent que il y a un truc qui a merdé. Voilà, qu'il y a quelque chose qui va coincer. Et c'est assez marrant parce que justement, tu parlais justement de stratégie de l'échec, et c'est exactement ça. Sauf que l'échec, finalement, c'est pas tellement le personnage en fait qui produit de l'échec en fait, c'est son décalage, et le fait qu'il soit britannique aussi aux États-Unis, c'est cette espèce voilà, ce décalage multiple en fait qui font que malgré la survirilité suintante de notre ami Sean Connery qui pue le sexe quand même dans ce film-là de bout en bout, voilà, genre un pénis sur patte. Ah non mais c'est exactement ça quoi, je veux dire velu comme tout en plus, il est voilà, c'est voilà, il y a cette, je trouve que le personnage justement est intéressant parce que c'est un personnage qui est fort et faible pour les mêmes raisons. Et il y a une espèce de voilà de balancement comme ça qui fait qu'on se dit tiens, mais il mérite d'y arriver parce que techniquement il est très fort quoi. Et en même temps il y a tout ce qu'il y a autour de lui qui ne peut que aller contre son action en fait. C'est un truc de tragédie quoi. De toute façon, on sait que c'est voué à l'échec parce que le mec est totalement largué et que de toute façon l'ancien temps n'arrivera jamais à rattraper le nouveau. Justine. Mais je trouve que la structure du film est hyper intéressante puisque dans un premier temps on a la mise en place du cast, on apprend à connaître les personnages, on apprend à développer quand même une certaine forme d'empathie envers eux parce que on est toujours du point de vue des personnages et ça c'est assez souvent le cas chez Lumet, c'est-à-dire que c'est jamais des films à test, des films qui se regardent de l'extérieur, mais toujours de l'intérieur des personnages, de ce qu'ils vivent eux, des enjeux qui les drainent en fait. Et du coup, on a toujours cette perception-là qui va d'une part passer par le point de vue du personnage, mais là c'est mis en fait un petit peu, c'est quelque chose qui est plus méta puisqu'on a le point de vue du personnage dans d'autres points de vue qui est celui de la surveillance, des écoutes. Et du coup, ça donne au personnage de Connery qui, comme tu le dis, est un étranger, une forme d'anonymat en fait. C'est-à-dire qu'il est jamais reconnu. Et moi, je trouve que dans la deuxième partie du film, on a vraiment le braquage, le montage de Lumet est absolument formidable parce qu'on a du coup une faille temporelle qui se crée, c'est-à-dire qu'on a à la fois le braquage qui se passe dans les couloirs et les appartements de la résidence, mais aussi toute la partie avec les journalistes et les ambulanciers dans le lobby. Et en fait, le champ et le cadre font que on va réussir à percevoir des détails qui donnent un suspense absolument monumental et une tension folle qu'on retrouve vraiment aussi dans Un après-midi de chien. Moi, je pense que c'est assez matriciel. Enfin, le film là est assez matriciel d'Un après-midi de chien et de Network évidemment. Et du coup, quand on aperçoit un personnage à un moment, je ne dirai pas lequel parce que c'est aussi l'intérêt du film, on est avec lui et là on sort de l'anonymat. C'est-à-dire qu'on arrive on a beaucoup d'emphase et en fait on se dit comment il va y arriver en fait. Et on sait bien en voyant les images que l'échec est au bout du tunnel et qu'on va pas du tout avoir les réponses attendues. C'est ça qui est bien. Enfin, moi je trouve qu'il y a justement dans cette scène dans toute cette deuxième partie du film. Moi le film il est passé comme une lettre à la poste en termes de rythmique. Moi je me suis dit, c'est impeccable. Ouais, qu'est-ce que c'est bien le cinéma des années 70 de temps en temps quand même parce que comment ça pulse et puis voilà quand ça se conclut, ça reste pas rêvé. Il y a pas d'épilogue. Il y a pas d'épilogue à la mort moelle pif. Enfin voilà, c'est comme un coup de trick, mais c'est en même temps très empathique vis-à-vis des personnages. Et justement, moi il y a des espèces de micro suspense à l'intérieur de la scène puisque c'est en fait au bout d'un moment
justement quand les choses commencent à se dérégler, on passe véritablement à la partie suspense Et vu que c'est monté avec les interviews, on sait que le malheur arrive de plus en plus et ça il y a la fait scène monter la avec les tension. portes, il y a la scène avec les portes où ils ferment les portes à chaque étage pour empêcher la police d'entrer. Enfin, je trouve qu'il y a les trucs avec le petit vieux, enfin avec le vieux moitié gaga à qui on demande de regarder les trucs et donc dont on sent bien qu'il y a un risque. Voilà parce qu'il est pas super fiable. Le mafieux violent où on sait que Sean Connery, il a une autre mission en plus de celle de braquer. Enfin voilà, il y a plein d'enjeux en fait qui sont exprimés vachement, enfin qui sont. C'est ça qui est assez intéressant en termes de rythmique, c'est que c'est vraiment une heure où on met en place plein de personnages sans trop savoir à quoi ils vont servir exactement. Et la deuxième heure où on les met en action. Et je trouve qu'en termes de rythmique, je veux dire, le fait de relancer perpétuellement le suspense comme ça et de savoir que nous on sait que ça se termine mal, mais on sait pas à quel moment ça va vraiment basculer dans le tragique. Je trouve que ça fait un spectacle qui est super à regarder quoi en fait. Mais ce qui fait aussi qu'on a l'impression que Connery notamment est complètement en décalage avec son temps, c'est que nous on a vraiment un coup d'avance sur lui. Et ça c'est assez fort parce qu'à chaque fois on va savoir plus ou moins ce qui va se passer, comme tu le dis, on sait pas tout à fait quand. Mais du coup lui il est hors de ça en fait. Il a pas cette perception là. Il sait pas qu'il est sur l'écoute. Il sait pas ce qui tourne autour de lui. Et du coup ça donne un côté hyper prenant et vraiment moi j'ai trouvé ça hyper divertissant aussi parce que on est pris dans un flow comme ça continu où ça s'enchaîne. Au bout d'un moment le rythme monte et monte et monte pour arriver à la fin un petit peu l'explosion, comme dans un après-midi de chien évidemment, où tout se met en place sans que le personnage principal, le protagoniste, puisse savoir en fait. Et on a toujours un coup d'avance sur lui, ce qui fait que ça multiplie encore le décalage qu'il a. Lui a un coup d'avance sur les propriétaires d'immeubles. Donc en plus c'est une espèce de jeu de con comme ça en fait entre le personnage et le spectateur où lui se croit très malin mais nous on sait qu'on est plus malin que lui quoi quelque part et il y a quelque chose de très ludique moi je trouve là-dedans. Est-ce que tu as crié devant ton écran non fais pas ça Sean non mais le truc c'est que moi il me semblait quand même assez sympathique moi ce Sean Connery justement moi, surtout quand il est mis en face d'une pourriture qui ressemble d'ailleurs à Galabru cet acteur. J'avais l'impression d'avoir Galabru tueur là. Putain, c'était un peu oui mais c'est vrai que quand on a affaire à cette ambivalence là, Sean Connery nous est vachement plus sympathique. Et puis il faut voir les mecs qui y en face parce que d'une part les flics qui sont sur écoute sont montrés comme des espèces. J'adorerais voir Galabru face à Sean Connery. Va savoir, peut-être que ça existe. Mais non mais voilà quand tu vois les flics qui font les écoutes, ils sont tous interchangeables. Donc ils ont absolument zéro personnalité. Enfin voilà c'est. Et puis alors moi ce que j'aime bien c'est que dans la dernière partie du film on commence à rentrer vraiment dans la dimension satirique. C'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'en plus du suspense, en plus de la tragédie, il y a une dimension satirique avec ce personnage de commissaire de police qui est complètement hallucinant, qui fait venir des mecs. Et moi je sais pas comment interpréter cette scène, mais il y a un moment donc il fait venir une escouade qui est composée essentiellement de noirs et il leur dit bon vous savez pourquoi je vous ai fait venir, vous allez grimper là-haut, vous allez grimper là-haut machin. Et donc tu sens que le mec voilà c'est bon alors on va appeler les noirs pour leur faire les machins risqués quoi tu vois. Et là tout d'un coup t'as le racisme de la police, la bêtise des officiers, je veux dire qui se révèle mais en quelques. Mais sur une phrase quoi. Et même pareil ce plan où il donne des ordres en montant dans un escalier et où ça dure super longtemps et on voit le mec qui continue à gueuler en montant au deuxième, troisième étage. Enfin il y a une espèce de ridicule quoi tu vois qui vient s'ajouter en plus à la tragédie, ce qui fait qu'il y a des moments on sait plus trop comment ressentir d'ailleurs cette scène et il y a une complexité d'émotions je trouve dans cette scène qui sont produites par les différentes choses qui sont montrées, je trouve qui enrichit vraiment quoi là. C'est pas juste une scène de braquage bien exécutée, il se passe plein de trucs en fait. Parce qu'il est question des corps et des décors en fait des mouvements de chacun parce que à ce moment-là ils sont cagoulés en fait, on les voit plus. Donc on n'a plus les expressions des visages et on peut pas se rattacher à ça. Donc en fait tous les dialogues, tous les mouvements de cadre, tout prend sens et c'est en ça que c'est assez prodigieux. Thibaut. Moi je trouve qu'il y a des grandes forces du film, c'est sa fabuleuse modernité. Sa modernité en termes de forme, avec l'utilisation, j'y reviendrai pas, du flash forward, sa modernité en termes de discours autour de la place des écrans, de la publicité que dit Sean Connery, qui est valable encore aujourd'hui en 2021, et bien entendu la modernité autour de la société. Qu'est-ce qu'une société sous vidéosurveillance, qui est d'autant plus valable en 2021. Et comme tu le disais, Doc, ce qui est intéressant, c'est que les flics sont tous interchangeables. Et du coup, cette société, du moins cette utilisation de la vidéosurveillance, c'est une espèce de toile qui se tisse au fur et à mesure. C'est comme si cette résidence était une espèce
de symbole d'une société tout entière. Et en fait, maison témoin, quoi. Voilà, exactement, une maison témoin. Et en fait, on est en prison. C'est une répétition de la prison dont il vient juste de sortir, en fait. Et on est en 1971, le film pourrait être réalisé en 2021, qu'il n'y aurait aucun problème sur tout ce que Lumet dit et fait. Tu peux faire un remake en reprenant exactement le même scénario, les mêmes dialogues, à quelques petites différences près. Je veux dire, tu verras pas la différence, parce qu'effectivement, moi je trouve que c'est super actuel. Et moi ce que j'aime bien aussi, et ça c'est ce que j'aime toujours moi chez Lumet, encore une fois je reviens là-dessus, mais c'est cette manière d'injecter de la satire, quoi. Moi par exemple il y a des personnages secondaires dans l'immeuble qui sont géniaux. Le mari qui est prêt à ce que sa femme se fasse violer parce qu'il veut pas donner la combinaison du coffre, hein, tu vois, la saloperie humaine qui se révèle, ou au contraire ce personnage de petite vieille qui est génial. Non, mais moi c'est ce que j'appellerais c'est ce que j'appellerais un moment Groland. C'est-à-dire que tu sens que l'actrice, elle sait que c'est un de ses derniers rôles, elle donne tout. Elle peut être vulgaire, elle peut dire voilà, c'est quand on dit ouais, vous dites pas du mal de votre mari, mais mon mari c'était un sale con, ça sent. Et moi je t'avoue que l'actrice elle m'a fait mon bonheur, mon bonheur. Elle aussi, elle a l'air hyper contente d'être là. Voilà, et elle joue, voilà, elle a l'air elle est très contente qu'on lui demande de dire des horreurs, et et ça se transmet très très bien dans le film. Et c'est vrai que Lumet, mais dans Network tu retrouves ça aussi, peut-être moins dans Serpico, mais dans L'après-midi de chien, il y a des moments de grotesque ou des moments d'humour qui transite avec des moments de gravité, et je pense que finalement il est assez proche de ce que quelqu'un comme aujourd'hui Bong Joon-ho essaye de faire avec ces histoires de mélanger des ruptures de ton à l'intérieur d'une même scène et de faire en sorte que pour lui c'est ça la vie, quoi. Et mais ça serait intéressant de voir ce que Bong Joon-ho pense de lui mettre, justement. Après il y a peut-être un dernier point formel à prendre en compte où moi j'ai assez halluciné, c'est le design sonore du film. Alors la musique de Quincy Jones. Alors c'est Quincy Jones qui à la musique, qui est très étonnante et qui est pas agréable. Qui fait qu'on est parfois à 2 doigts de la Blaxploitation. Il y a des plans, en fait, on est à 2 doigts de la Blaxploitation. C'est très étonnant parce que en même temps, comme tu dis, on peut être à 2 doigts de la Blaxploitation, et en même temps, il y a des effets sonores. Moi, j'avais l'impression d'être dans le Playtime de Jacques Tati. Alors. Est-ce que ça participe d'une certaine modernité, sachant que le Playtime de Tati était d'une modernité folle lui aussi, mais il m'a semblé, alors le film est extrêmement agréable, généreux, stimulant, tout ce qu'on veut, et en même temps, ce design sonore m'a fait un petit peu revenir sur Terre, et au lieu de m'envoler complètement en tant que spectateur, en fait, c'est pas comme s'il me rabaissait, mais il me disait attends, fais attention, tu regardes quand même un film de Sidney Lumet. Et le rapport au design sonore, moi personnellement, je l'ai pris de manière tout à fait bizarre parce que je savais pas du tout me placer à ce niveau-là. Le film est extrêmement généreux, et en même temps le design sonore est parfois peut-être désagréable, du moins à mes oreilles, crispant, qui fait qu'en fait non, ne t'élève pas trop, reste sur ta chaise correctement et regarde le film, essaye d'analyser le film. Il m'a pas fait m'envoler, en fait, et ça c'est très surprenant. C'est un film qui est très surprenant. La musique de Quincy Jones c'est très groovy, mais elle est pas du tout emphatique. C'est pas du tout une musique. C'est pas funky. Non, elle est groovy. Mais il y a on est sur de la vraie ponctuation sonore, au sens que le définit Michel Chion. C'est vraiment ça. Et j'avais jamais vu un film limite aussi théorique sur le design sonore que ce film-là. C'est je sais pas, ça m'a totalement décontenancé, et en même temps, ça participe de l'hyper-réflexivité que permet ce film. On va s'arrêter là, messieurs, dames. Donc, c'est le Gang Anderson qui est ressorti il y a quelques semaines chez Sidonis Calista, qui accompagnait notamment dans les bonus d'entretien avec l'inusable Patrick Brion, avec François Guérif et avec Bertrand Tavernier. Donc, probablement une de ses dernières interviews. Donc voilà, on va continuer sur Sidney Lumet, mais là on va aller plus du côté des petits enfants qui sont pas gentils et des profs moustachus qui font des jeux interdits. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Narciso Yepes avec le thème de Jeux interdits. Donc car de Jeux interdits, il va en être question dès à présent dans un autre film de Sidney Lumet, en français Les Yeux de Satan, titre français tout pourri de Child's Play, qui n'a aucun rapport avec Chucky, la poupée maléfique, qui porte le même titre. Donc la saga de Don Mancini initiée en 88, mais là il est quand même question de jeux d'enfants un peu troubles dans ce film de 1972 où Beau Bridges, donc
le frère de Jeff est le fils de Lloyd, ancien élève d'un établissement de jeunes garçons bien sous tout rapport. Donc revient quelques années après pour prendre un poste de professeur d'EPS. Et oui, on ne le voit pas souvent dans les rôles principaux des professeurs d'EPS au cinéma. Et donc là, il retrouve son ancien professeur qui est joué par James Mason, qui a l'air pas en grosse forme, hein, mais ça, James Mason le fait toujours très bien. Des gens un peu tristes, pas en grosse forme, parce que apparemment il se passe des choses bizarres, notamment avec le directeur de l'établissement interprété par Robert Preston, qui à la base devait être joué par Marlon Brando, avant que Marlon trouve que le rôle était un peu pourri, et donc il s'est dit moi je me casse. Et donc ce film de 72 qu'il fait juste après The Offense est adapté d'une pièce de théâtre de Robert Marasco, et comme notre estimé collègue mais néanmoins ennemi Étienne Cadoret du Cinéma Évore, on en avait parlé ensemble, il avait dit que le film peut être vu en fait un peu comme la version négative du Cercle des poètes disparus de Peter Weir, qui sortira 20 ans après en 1992, puisque là au lieu d'avoir des jeunes gens qui vont essayer d'apprendre à s'émanciper et à faire le bien, là au contraire ils ne vont pas vraiment s'émanciper mais apprendre à faire le mal. Et donc c'est là que le perso de Beau Bridges va se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose de pourri au royaume de l'éducation nationale. L'éducation catholique, en l'occurrence, c'est pas trop une école publique. Hein. Oui, non, bon. Donc, effectivement, donc film basé sur une pièce de théâtre, donc avec un film qui est très écrit, avec de très beaux dialogues, et qui une des rares incursions de Sidney Lumet dans un film qui s'apparente à du fantastique, puisqu'il y a vraiment une ambiance qui est mise en place, et même de par le titre français tout pourri qui est quand même un peu biaisé dans notre visionnage, on sent tout de suite que quand même ce collège est un peu chelou de par des ambiances hyper pesantes, et qui est quand même assez influencé justement par le cinéma d'horreur de la fin des années 60 et même du début des années 70 qui aura lieu. Je pense notamment au film de Friedkin ou bien ce genre de choses, ou même le film de Lindsay Anderson If, où là c'est pareil, ce sera un peu un revers, et donc ça montre vraiment un peu les relations troubles que le perso de James Mason entretient avec le directeur de l'établissement, donc interprété. C'est pas le directeur, c'est un autre professeur. Oui, c'est un autre professeur, mais qui a l'air d'avoir une position un peu différente de la sienne justement dans l'établissement. Donc docteur. Alors c'est un film qui est à la fois intéressant et en même temps assez, en tout cas moi de ce que j'ai pu voir de Lumet, je le trouve quand même un peu mineur, mais probablement plus pour des questions de scénario que pour des questions de mise en scène. Parce qu'en termes de mise en scène, il y a quand même, moi je trouve un travail sur le décor qui est quand même plutôt intéressant. Et sur la lumière, sur la profondeur de, justement encore des gens qui se retrouvent enfermés à l'intérieur d'un bâtiment et qui se surveillent les uns les autres, quoi. Alors là c'est pas par des moyens techniques, c'est plus par des moyens par la rumeur, mais cette idée de surveillance elle existe hein, puisque le personnage de James Mason reçoit des coups de fil anonymes alors que sa mère est malade, enfin, je pense que, moi en tout cas ce qui m'a posé un peu problème dans le film, c'est le fait que j'ai l'impression que Lumet essaye de courir plusieurs lièvres à la fois, et on sent que cette histoire fantastique ça l'intéresse pas plus que ça, mais que lui ce qui l'intéresse c'est l'opposition, c'est James Mason, et c'est la paranoïa de James Mason, parce qu'effectivement une bonne partie du film fonctionne sur l'idée que faut pas trop révéler, mais ça fonctionne quand même sur l'idée que James Mason est taré en fait, et qu'il se sent persécuté, voilà, et qu'il se sent persécuté. Il y a presque un complot contre lui de par les étudiants, par son collègue professeur, où il dit qu'il y a vraiment un truc qui merde et que c'est contre lui parce qu'ils veulent le pousser à la retraite, à partir. Et je trouve que ça c'est la partie intéressante du film, c'est justement la description de ce mec qui est persuadé d'être persécuté, et dans le film il y a rien qui nous indique qu'il est persécuté. Sinon ses propres dires. Et ça, je trouve assez intéressant de faire de James Mason, qui est plutôt un mec qui est en plus présenté comme un mec assez menaçant au départ, et comme a priori l'antagoniste du film, d'essayer de dévoiler au fur et à mesure, justement, voilà, est-ce que quelque part il aurait pas un peu raison. Alors là où je trouve que c'est moins bien articulé, c'est alors d'une part avec le personnage de Beau Bridges, qui moi je trouve sert pas à grand chose, sinon à assister à des trucs. Ouais, voilà, c'est plus un personnage introducteur de l'univers finalement, voilà, qui est du coup un peu facile et qui n'est pas trop traité. Et puis la progression dramaturgique est bizarre, moi je trouve, dans ce film, c'est-à-dire que il se passe des trucs comme assez inquiétants avec les enfants, il y a des gens qui meurent, il y a des voilà, il y a quand même les profs sont pas plus inquiets que ça, enfin on a l'impression que tout a l'air cool, quoi. Voilà, que oui, on va mettre ça sous le tapis. Alors moi je vois bien ce qu'il essaye de faire, il y a aussi une espèce de critique en creux des institutions religieuses, du déni, enfin voilà. Mais je trouve que ça s'accorde pas super bien en fait avec l'histoire de James Mason en fait, et du coup
quand t'arrives la dernière partie du film où il faut bien expliquer pourquoi les gamins ils se comportent comme dans les révoltés de l'an 2000, du coup, ouais. Sauf que c'est moins bien que la révoltée de l'an 2000. Voilà. Parce que c'est plus fun, la révoltée de l'an 2000. Ben voilà, au bout d'un moment, je pense que on sent bien que Lumet, il se retrouve avec un scénario qui choisit pas trop entre deux solutions, et du coup, il bute un peu contre son propre scénario, j'ai l'impression. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Justine. Non, je te rejoins tout à fait, surtout sur le côté fantastique. Je trouve qu'il le met de côté assez vite. D'après ce que j'ai compris, c'est parce qu'il s'est rendu compte que par rapport à la pièce de théâtre, il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait du fantastique dans le film. Donc je pense qu'il a laissé ça de côté, et plus pour atteindre peut-être un stade un peu plus politique, un discours plus contre la société bien pensante américaine, ou une forme d'idéal comme ça qui s'évanouit très vite. Et je trouve que c'est ça, cette atmosphère gothique, elle reste quand même en soupape grâce à la BO, je trouve, avec cette BO est très bien, la musique oui, est très, je très pense bien. que c'est ça qui raccroche un peu le film à la dimension fantastique. Et comme tu le dis, vu qu'on évacue assez vite l'arc narratif autour des jeunes et de leur délire et de cette un peu emprise d'un diable, en fait, du coup c'est plus la bande son qui va prendre le dessus et garder ce côté fantastique. Mais je trouve ça un peu dommage, en fait, de l'avoir évacué si vite et que ça se soit un petit peu évanoui comme ça dans la nature, puisque finalement, comme tu le dis à juste titre, le personnage de Beau Bridges, il a peu d'intérêt, il agit pas vraiment comme une pierre angulaire, il est là comme il observe. Voilà, comme un observateur d'un conflit qui lie deux personnes assez importantes, et deux personnes qui sont à l'antithèse l'une de l'autre, quoi. D'un côté, un James Mason qui est très froid, psychorigide et puis paranoïaque, mais en même temps je trouve que c'est vers lui que notre empathie se pose directement, beaucoup plus que vers le perso de Robert Preston, qui est pour le coup, je trouve, très gênant. Il instaure un malaise assez vite puisqu'il est très tactile avec ses élèves, il est très copain avec ses élèves, tu sais pas vraiment quelles sont ses envies, tu te doutes qu'il y a quand même quelque chose qui va pas, et finalement à la fin du film on comprend quand même que c'est peut-être un peu lui le problème et pas du tout James Mason, qui a pourtant complètement subi pendant une heure en fait de film, c'est lui qui subit, quoi, à c'est chaque que fois. Je pense que si ça avait été Brando dans le rôle du perso de Preston, pour le coup ça aurait quand même rajouté une dimension dans le malaise, dans le côté gênant, parce que c'est ça qui pose un peu problème, c'est que Robert Preston, j'ai rien contre lui, mais c'est vrai que j'ai du mal à y croire, en fait, à son rôle, alors que tu vois Brando, qui avait joué notamment dans un remake du Tour d'écrou, enfin dans une version du Tour d'écrou, je crois c'est à peu près la même période, je crois, qu'il joue ça, aurait été à mon avis pas mal justement dans cette espèce de truc d'ambiguïté. Mais c'est ça qui manque aussi peut-être au film, c'est qu'il manque en fait quelqu'un en face de James Mason qui parce que c'est vrai que James Mason il vole les scènes, les scènes de cours, de latin, où il montre son agacement devant la bêtise des étudiants, des élèves, devant la paresse intellectuelle des élèves. Il fait très bien le mec agacé, Mason, mais dans la plupart de ses films, parce que tu vois que presque tout l'emmerde de toute façon, et que c'est vrai que c'est il a quand même un style de jeu, Mason, qui est assez particulier, qui moi souvent me fatigue un peu, ce côté très rentré, très oh là là, le monde est terrible, tout me fait chier. Il est accablé, mais je pense que c'est parce qu'aussi c'est un acteur qui vient du théâtre, et il y a peut-être dans le film cet écueil-là de vouloir surthéâtraliser par moment pour cacher un peu la misère à certains écarts d'une écriture qui est pas forcément très poussée. Comme Lumet vient aussi du théâtre tous les deux, donc je pense qu'ils sont un peu embrigadés. Ils sont en phase. Je pense qu'ils sont en phase. Tu vois, par rapport à Network, qui est aussi un film tiré d'une pièce de théâtre, mais Network ménage des personnages, chacun a le droit à son morceau en fait dans Network. C'est-à-dire que même les acteurs plus jeunes, Faye Dunaway, Robert Duvall, qui sont quand même relativement des jeunes acteurs, ils ont tout le temps un moment. Il y a tout le temps un moment dans Network où chacun des acteurs va c'est différent parce va avoir sa scène en fait. Parce qu'ils pouvaient utiliser les ressources de la mise en scène et des trucs purement cinématographiques. Ce dont là justement, là il est un peu plus bloqué. Distance, quoi. Il est beaucoup plus bloqué, il est beaucoup plus enfermé dans pas un carcan de mise en scène, mais en tout cas tu sens qu'il est beaucoup plus limité dans ses ressources et dans effectivement ce qu'il veut faire, et comme vous disiez, le fait qu'il abandonne en cours de route finalement la piste du fantastique, en tout cas d'une atmosphère gothique qu'il aurait pu travailler, où finalement au fur et à mesure du film ce côté gothique, y compris dans la photo, a un peu
tendance à disparaître, juste pour revenir dans la scène finale où là justement il y aura un drame, on va dire, qui va se passer, mais pendant 3/4 d'heure de film, il va quasiment l'abandonner pour après rentrer peut-être dans un train-train beaucoup plus facile où il y aura des scènes de dialogue avec des mecs tristes qui se regardent et qui disent oh là là, donc c'est pas facile, puis toi t'es méchant, puis non c'était toi, et puis vive l'école. Et... Mais le film est quand même ponctué à certains moments d'élan. Je pense à ce personnage du prêtre, donc qui est un petit peu le sbire du directeur. Très bien. Et lui, je le trouve très cynique, et c'est là où je ressens plus une patte de Lumet, quelque chose qu'il a vraiment voulu mettre dedans. Je sais pas si ce perso était dans la pièce originale, en tout cas. Et par contre, le caractère satirique, mais ça, c'est intéressant parce que du coup, ça procède ça met en place un glissement qui est, je trouve, beaucoup plus pointu que juste vouloir passer sous le tapis le domaine du fantastique pour créer comme ça une ambiance plus réaliste, un peu plus dans une critique sociale. Mais du coup, ce perso-là qui est vachement plein de dérision, plein de satire, vachement cynique, du coup, il emporte un peu plus haut, je trouve, le discours global, quoi. Ok, très bien, jeunes gens. On va s'arrêter là donc pour cette émission Ciné Lumet début 70s. Donc, je rappelle, Le Gang Anderson est sorti chez Sidonis Calista et Les Yeux de Satan chez Rimini Éditions, accompagné en bonus notamment d'une interview d'une 20aine de minutes du critique de Positif Michel Ciotta, qui revient justement sur toute la production du film et le rapport de Lumet notamment avec le théâtre. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Carrément Fleuret. Allez-y mon cher, on a un peu de temps. Ça va être 2 courts-métrages de 1922. Donc The Blacksmith aka Malek Forgeron de Buster Keaton et Malcolm Sinclair, qui est une apologie de la destruction, mais le cinéma burlesque n'est-il pas une apologie de la destruction? Mais c'est surtout un court-métrage donc de 25 minutes à peu près. Il est surtout intéressant dans sa séquence finale où en fait Buster Keaton, dans une espèce de méta-séquence, introduit ce qui va être une des scènes phares de son cinéma, qu'on va retrouver dans son sur-chef-d'œuvre, maxi-chef-d'œuvre, et comme le dit le docteur Moreau, du cinéma est mort, peut-être l'introduction de Mad Max Fury Road, qui est le mécano de la Générale, aka The General en anglais. Donc voilà, superbe court-métrage. Et puis un deuxième court-métrage, The Paleface aka Malek chez les Indiens de Buster Keaton et Edward F. Klein. C'est qui ce Malek? Donc voilà, hein, les traductions françaises sont toujours très intéressantes. Donc film de 1922 où le personnage de Buster Keaton se retrouve chez nos amis les Indiens d'Amérique. Et ce qui est incroyable, c'est que nous sommes en 1922. Le cinéma américain est dans une période, on va dire, somme toute assez classique. Et Buster Keaton, qu'on a souvent, dont on a pas souvent souligné le caractère politique de son œuvre, parce que globalement il s'en foutait, lui tout ce qu'il voulait c'était casser des trucs et faire des cascades toutes plus dingos que les unes que les autres. Ici en fait réalise un film pro-indien où en fait les Indiens se font spoiler misérablement leur sol par des compagnies minières, et voir ça en 1922. Donc nous sommes bien avant la flèche brisée et tout ce que va devenir le cinéma pro-indien à partir de 1950. Le western révisionniste. Donc en fait, Buster Keaton a initié pas mal de choses quelques années auparavant. Film très surprenant à ce niveau-là. Il est trop fort. Docteur. Oui, c'est un putain de génie. Hein. Alors moi, ce sera une série qui a une dizaine d'années, que j'avais vue en son temps, qui s'appelle Rubicon, qui est une série d'espionnage, voilà, qui s'est arrêtée malheureusement au bout d'une seule saison, ce qui est vraiment dommage, parce que c'est une série très paranoïaque, là aussi, très sur la surveillance, et très intéressante du coup, et qui m'a été conseillé récemment, en tout cas qui a été rappelé à ma mémoire récemment par notre ancien grand timonier Erwan. Donc je le remercie de m'avoir pointé, d'avoir fait ressurgir dans ma mémoire cette série que j'avais bien aimée sur le coup, mais dont je me souvenais plus trop. Et que j'ai beaucoup apprécié de revoir, que j'ai vraiment trouvé très bien. Justine. Dans la continuité Lumette, ça va être la voyure du verdict avec Paul Newman, Charlotte Rampling et puis James Mason. Voilà, donc un film absolument prodigieux sur un avocat en déclin qui se trouve encore une fois au cœur d'un propos pas joyeux.
Avec une histoire d'école catholique encore. Évidemment, encore une fois, où il faut sauver l'école catholique, mais du calme. Mais Paul est contre ça et tant mieux. Mais c'est ça qui est intéressant justement, c'est de voir que Lumet, qui, si mes souvenirs sont bons, était juif. Oui. L'intérêt qu'il a apporté au catholicisme et à ses rites, et je trouve que c'est beaucoup plus réussi dans le verdict que dans Les Yeux de Satan. Complètement. La description d'une institution et de ses dénis et de ses secrets. Et moi, donc, dans un tout autre genre, je ne m'attendais pas à aimer. C'est la mini-série qu'a créé Steve McQueen l'année dernière, qui est passée sur la BBC et sur Amazon. Et en France, c'est disponible sur Salto, la plateforme de France Télévisions. Donc, il y a des gens qui regardent Salto. Oui, apparemment, il y en a. Donc, ça s'appelle Small Axe. C'est 5 épisodes qui est aussi entre 1h03 et 2h07. Donc, sur la communauté antillaise à Londres entre 1969 et 1982, donc c'est 5 épisodes qui peuvent être vus indépendamment des uns des autres, mais c'est vrai que le premier notamment remet quand même pas mal en contexte toute cette histoire-là. Je trouve que c'est son meilleur travail de très loin en termes de mise en scène et en termes d'écriture. Il a appris un petit peu à mettre de la subtilité dans son gros pudding didactique et je trouve ça fort appréciable. Est-ce qu'il y a du calypso? Il y a du calypso, ouais. Il y a une bande son absolument merveilleuse. Ça va être bien, ouais. Notamment dans la série, il y a le deuxième épisode, Lovers Rock, qui est déjà la plus belle chose que j'ai vue cette année et parmi les plus belles scènes de danse et de musique que j'ai pu voir depuis bien longtemps. C'est un épisode absolument merveilleux. Une célébration de la culture noire anglaise et de sa musique, donc c'est absolument merveilleux. Donc précipitez-vous pour voir ça. Ça a l'air alléchant. Ouais. C'est super chouette. Sinon, Point Tavernier, j'y pense, mais sur France.tv, oui. ils ont balancé tous les épisodes de Voyage à travers le cinéma de Tavernier. À travers le cinéma français. À travers le cinéma français. Mais évidemment. il n'y a pas le film qui le précédait, qui est quand même assez important aussi, qui durait 3h30, où justement certains, en voyant la série, trouvent ça bizarre, qui ne parle pas trop de la nouvelle vague, qui ne parle pas de Melville, tout ça, mais tout ça était présent dans le film qui était sorti en 2015 ou 2014, je crois, et qui donc là, c'est 8 épisodes d'une heure, donc qui retrace le voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier, et c'est évidemment passionnant, mais prenez un calepin à côté pour noter tous les films que vous n'aurez pas le temps de voir après. Voilà, on va s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Valentin à la technique. Merci messieurs, merci mademoiselle. Prochaine édition. Ah ciao, bonsoir. Salut. Salut.